poursuit l'édition du mardi 14 mai des Matins éphémères. Cette fois, c'est avec notre collaborateur chroniqueur Georges Goma qui nous propose chaque semaine, ou 2 semaines en tout cas, des chroniques d'Afrique noire. Son invitée ce matin, Nadja Bouachiche, elle est analyste d'affaires. Elle est aussi membre d'un mouvement citoyen d'appui à la révolution algérienne. Eh bien oui, j'ai dit l'Algérie. Bonjour, Madame Bouachiche. Bonjour. Alors oui, on fait une petite entorse, n'est-ce pas, Georges, à notre chronique d'Afrique noire. Ce matin, on fait une petite incursion avec l'Algérie. Ben oui. Ben écoute, on va peut-être changer l'intitulé de chronique d'Afrique noire pour rester simplement chronique d'Afrique. Parce que voilà, pour la première fois, nous faisons une... Oui. Si je peux me permettre, il y a des Algériens noirs, donc on est légitimement au bon endroit. C'est vrai, absolument, absolument. Mais qu'à cela ne tienne, franchement, c'est un peu la première fois qu'on va un peu en Afrique du Nord. On a souvent abordé beaucoup plus les problèmes l'Afrique au sud du Sahara, on peut le dire de cette manière-là. Mais les choses sont en train de changer. Les choses sont en train de changer parce que on trouve de plus en plus de raisons que l'Afrique soit une et qu'on aborde les problèmes qui, évidemment, se posent à tous les Africains sans exception. La preuve, évidemment, la question des biens mal acquis. À un moment, on a pensé que c'était évidemment une question qui était propre, n'est-ce pas, aux pays d'Afrique au sud du Sahara. Et qu'on se disait, l'Afrique blanche, ma foi, se comporte un peu mieux, nettement mieux, avance nettement mieux que l'Afrique noire. Mais là, on découvre que finalement, les mots qui minent l'Afrique noire minent également l'Afrique blanche. Et en l'occurrence, évidemment, la question des biens mal acquis. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, Nadja, il y a un article qui était sorti, je pense qu'il était sorti le 29 avril passé sous la plume de monsieur Karim Ouadia sur Radio au Canada et qui évidemment intitulait « Les Canadiens d'origine algérienne décidés à traquer l'argent de la corruption ». Est-ce que vous avez lu cet article, Nadja? D'abord, Georges, je tiens à vous remercier de m'inviter à votre émission. Effectivement, les mots de l'Afrique sont les mots de toute l'Afrique, qu'elle soit du nord ou du sud. Encore une chose de plus qui nous unit. Et j'espère que nos victoires vont aussi nous unir dans le futur et pas seulement nos échecs. Pour revenir à l'article, oui, absolument. C'est un article, effectivement, qui a permis de donner de la visibilité à la pétition que le groupe auquel j'appartiens, parce que je ne suis qu'un membre d'un grand groupe actif, avait mis en ligne. Et c'est une initiative parmi tant d'autres qu'on est en train de poursuivre actuellement pour justement essayer de rapatrier ou de geler dans un premier temps, puis éventuellement rapatrier les richesses du peuple algérien qui ont été volées puis qui continuent à fuir le pays au moment où on se parle. Très bien, très bien. Est-ce que il y a aussi autre chose qui se passe en ce moment en Algérie? C'est cette révolution qui est en cours. Et là, on voit très bien que vous avez fait partie un peu de ce collectif-là autour d'appui à cette révolution qui se passe en ce moment. Monsieur Bouteflika n'est plus au pouvoir entre guillemets, je dis simplement entre guillemets, parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Est-ce que c'est cette circonstance-là qui vous a décidé, n'est-ce pas, de créer, n'est-ce pas, le collectif qui va traquer, n'est-ce pas, les biens mal acquis en Algérie? Absolument, Georges. Absolument, Georges. Vous avez très bien décrit la situation. Ceci étant dit, juste aussitôt que le mouvement, ou ce qu'on appelle la mouvance, mais effectivement le terme révolution que vous évoquez est tellement plus juste, aussitôt que cette révolution a commencé sur le territoire algérien, les Algériens du Canada, puis les Algériens d'ailleurs du monde entier, à Paris, à Londres, des manifestations se font chaque semaine en appui et en soutien au peuple algérien. Et puis oui, on a vu ce peuple merveilleux, cette jeunesse algérienne qui s'est, je dirais pas qui s'est réveillée, mais qui s'est manifestée, qui est là en train de demander ses droits. Et puis nous, la génération la génération de la décennie noire, on s'est estimé responsable et redevable encore plus
envers notre Algérie natale, et on a estimé qu'il est nécessaire qu'on fasse des choses concrètes pour notre nation. D'abord en manifestant chaque dimanche actuellement à la place du Canada pour soutenir ce mouvement et être au diapason de cette révolution. Et en plus, effectivement, plusieurs comités, pas seulement celui d'ailleurs des biens mal acquis, plusieurs comités ont été constitués dans un élan purement citoyen, aucune structure, aucune partisanerie derrière ce mouvement, c'était purement citoyen. Le nôtre, justement, plus précisément, s'occupe de tout ce qui est blanchiment d'argent et fuite des capitaux algériens, et des sous-initiatives de ce bloc-là sont actuellement en cours. Mais oui, je confirme, c'est vraiment le mouvement et la révolution algérienne qui nous a incités. Madame Stephenson, c'est peut-être... J'allais vous demander tout ça. C'est beaucoup de mobilisation, c'est beaucoup de travail. On a l'impression que les gens se donnent corps et âme pour la cause. Et il y a beaucoup de paix, j'allais dire, c'est une révolution qu'on a vue, nous, à travers nos télévisions, qui s'est fait aussi dans les champs, dans j'allais pas dire le bonheur, mais il y a quelque chose de très réjouissant dans tout ça, et les gens s'impliquent vraiment à 100%, là. Absolument. Puis j'aimerais que vous gardiez, s'il vous plaît, le terme bonheur, parce que vous avez absolument raison. Et puis, imaginez notre bonheur à nous expatriés. Et pour la majorité des Algériens, je peux vous le confirmer, on est sorti de notre pays car on ne pouvait plus y vivre vu les conditions de corruption et de persécution de toute la société. Donc, le bonheur de voir ces jeunes créatifs sortir dehors avec des slogans plus drôles les uns que les autres, avec une détermination magnifique, où la société algérienne, hommes, femmes, enfants, vieux, s'est réapproprié la rue, et tous ces actes de civisme qu'on a vus, ça nous donne l'énergie de l'implication dont vous parlez et des efforts qu'on continue à faire chaque semaine. Effectivement, ce bonheur-là nous donne la force de poursuivre chaque jour, de se réunir, de faire des tractations, de faire appel à des spécialistes pour justement poser des gestes concrets. Ah oui, mais je vais rebondir là-dessus. Faire appel à des spécialistes, ça c'est quand même une dimension très 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 essentielle là, parce que évidemment il y a beaucoup de travail à faire, parce que autant nous parlons des biens mal acquis, déjà pour le cas de l'Algérie, de toutes les façons, vous avez lu certainement l'article de monsieur Hugo Janca, qui a fait pendant toute une année, a fait une enquête de terrain énorme pour mettre en évidence, évidemment, l'existence de ces biens mal acquis ici au Canada et ici au Québec. On a parlé de l'Algérie également. Et en France aussi, Naja, vous savez très bien que là-bas aussi, les biens mal acquis par les dirigeants algériens aussi font l'actualité, notamment avec les personnes comme Abdelmalek Salal, qui est le Premier ministre, ou bien Abdesalam Bouchouareb, qui est le ministre de l'Industrie et des Mines, et à qui on a démontré à Paris qu'ils étaient propriétaires. Il y avait quand même un Alger à Paris sur les bords de la Seine là-bas. Et que là-bas aussi, le droit est, n'est-ce pas, à pied d'œuvre. Donc, les spécialistes que vous évoquez, évidemment, on a besoin de ces spécialistes-là pour nous conduire vers la vérité des faits, parce que le dire, c'est une chose, le prouver, c'est une autre chose. Il y a les noms qu'on emprunte pour cacher et ainsi de suite. Vous voyez un peu le travail qui nous attend au-devant. Absolument, Georges. Puis effectivement, en parlant de spécialistes, justement, parmi les spécialistes ou du moins les gens qui actifs dans le domaine, on a contacté la coalition des biens mal acquis ici à Montréal, puis et que vous connaissez très bien. Absolument. En effet, donc c'était un premier organisme qu'on avait contacté pour profiter de leur expertise et ce qu'ils ont fait à date, et pour essayer de construire sur ce qu'ils ont déjà fait. Mais on est aussi en contact avec des spécialistes en criminalité financière, avec des institutions financières, avec des avocats ici et ailleurs, parce que comme vous le dites si bien, c'est un travail de longue haleine, et c'est un travail qui nécessite des connaissances précises pour être efficace, parce que ce qu'on veut, c'est pas juste des bonnes intentions, on veut des actions concrètes. Et quel type d'action vous voulez? Des emprisonnements? À quoi ça pourrait aboutir, tout ce travail-là, éventuellement? Idéalement, c'est justement commencer par un gel des avoirs de ces étrangers, ce qu'on appelle les EPV, là, les étrangers politiquement vulnérables, d'être capable, par exemple, de créer une liste qui serait fournie au gouvernement et qui serait distribuée via la CANAF, où on verra c'est quoi le procédé exact, pour que les institutions financières, aussitôt qu'une transaction
faite par un de ces individus soit faite au Canada, qu'elle soit d'ailleurs meuble ou immeuble, que cette transaction soit tout de suite identifiée, gelée dans un premier temps, pour que après, une fois qu'on le souhaite, un gouvernement algérien légitime soit en place, puisse faire la demande du rapatriement de cet argent, parce que le but ultime, encore une fois, c'est que l'argent revient en Algérie, revient au peuple algérien et puisse être injecté pour remettre en marche l'appareil économique, être injecté pour rebâtir la culture et l'histoire algérienne qui ont été confisquées pendant ces 50 dernières années. Oui, mais je vais rebondir, Caro, si tu me le permets. Oui, je vais rebondir là-dessus parce que ce que vient de dire Naja est très, très, très important. Cette histoire des étrangers politiquement vulnérables. Oui. C'est-à-dire, il y a déjà la loi Magnitsky qui est légion ici au Canada. C'est une loi qui a été, en fait, ça fait jurisprudence. C'est-à-dire, il y a des Russes aussi qui ont volé beaucoup d'argent chez eux, qui sont venus ici au Canada, où le Canada a pris une loi spéciale, évidemment, contre un peu ces attitudes-là. Et dans la démarche qui est la nôtre, en fait, c'est de pousser, n'est-ce pas, que cette loi Magnitsky soit appliquée à d'autres pays, comme évidemment d'autres pays, pas seulement à la Russie ou à l'Ukraine. Donc ça, c'est très important. Et je vais souligner aussi une autre chose. Les marches de l'Algérie qui se passent là, au Carré Diouville ici, oui, à Québec, et à la Place du Canada à Montréal. Mais il y a une sympathie énorme des Québécois déjà. Ces Algériens sont des Québécois, mais il y a encore des Québécois aussi qui sont engagés là. Par exemple, nous avons assisté à une marche à Carré Diouville ici, mais il y a beaucoup de Québécois qui commencent à comprendre un peu les préoccupations d'ailleurs. Plus les Québécois comprennent les préoccupations d'ailleurs, mieux nous avons des chances de remporter cette bataille-là, parce que beaucoup de gens ne le savent pas. L'argent qui arrive ici, là, mais il arrive, il y a des canaux, il y a des circuits de transfert de ce capital indu. Et ce qui veut dire que finalement, le Canada connaît ces circuits-là aussi d'une certaine manière. Bien sûr, il y a des institutions comme la GRC qui luttent contre, qui font des enquêtes là-dessus. Il y a d'autres, on a vu un peu des commissions contre la corruption ici au Québec, au Canada aussi. Donc, nous sommes là un peu pour essayer de faire comprendre aux Canadiens et aux Québécois qu'il y a quand même des problématiques pour lesquelles eux, en tant que citoyens, doivent être, n'est-ce pas, au courant, pour éviter que le Canada, le Québec puissent faire des choses sur leur dos. Donc il y a aussi quand même cette dimension de mobilisation de l'élite politique canadienne qui doit arrêter, n'est-ce pas, à recevoir l'argent sale sur son territoire. Je pense que ça c'est très important. Quand on arrivera à ça, eh bien évidemment, ce serait une bonne chose. Naja l'a dit, là, le gel de ces avoirs, et puis penser à la rétrocession de ces avoirs dans les pays d'où cet argent vient, et c'est là où se trouve le problème. Est-ce que on va renvoyer cet argent aux gens qui l'ont volé? Ça, je n'en sais rien. Est-ce que vous avez la réponse, Madame Ouachiche? Est-ce que cet argent-là pourra être redistribué à qui il revient finalement? C'est ce qu'on dit, c'est qu'on attend qu'il y ait un pouvoir légitime en Algérie, donc un pouvoir élu par le peuple et qui a à cœur l'intérêt du peuple. Seulement ce pouvoir-là devrait réclamer cet argent-là, parce qu'encore une fois, on ne veut pas juste changer de bras ou qu'il change de main. On veut qu'il revienne à l'Algérie, et seul un pouvoir légitime pour lequel les Algériens se battent chaque jour. Et on espère bientôt avoir ce pouvoir en place. On a grand espoir sur l'aboutissement de notre cause. Oui, justement, concernant l'avancement des choses, où en est-on là en Algérie? Parce qu'on en a parlé beaucoup dans les médias il y a quelques semaines, quelques mois. Et puis là, c'en est où la situation politique présentement? Je ne suis peut-être pas la spécialiste, mais le sentiment que j'ai en observant, parce qu'effectivement tous les Algériens du Canada sont rivés à leur Facebook et à leur Internet pour voir toutes les nouveautés. Il y a une obstination de la part de l'état-major, parce que le pouvoir en fait a toujours été militaire à la base. Il est passé sous main civile pendant un certain temps avec Bouteflika, et là il revient au pouvoir militaire. Et quand on dit au pouvoir militaire, on ne désigne pas l'armée dans son entièreté, mais on désigne seulement des individus qui en tiennent le pouvoir. Donc l'état-major s'obstine pour maintenir des élections en date du 4 juillet, élections qui seront supervisées par le pouvoir criminel que justement nous refusons en bloc.
Et face à cette obstination, à l'obstination de la rue, à ce que ces élections ne se tiennent pas, à ce qu'un présidium ou un conseil présidentiel transitoire soit mis en place, de personnalités politiques et populaires et même citoyennes, et que seulement ce Conseil soit habilité à tenir dans des délais raisonnables des élections présidentielles. Donc il y a de l'obstination des deux bords, mais ce qu'on remarque ces derniers temps, c'est une certaine frilosité du pouvoir. On sent que le pouvoir est sous pression, on voit des gestes un peu d'improvisation avec des tentatives de museler, et bien que c'est des gestes qui nous semblent assez violents, mais ça trahit une faiblesse du pouvoir, ça trahit des craquelures dans l'armure du pouvoir, et ça nous donne énormément grand espoir. Et comme vous avez toujours été près de la France, d'une certaine façon, est-ce que la France, quelle est la position française dans tout ça? Est-ce que vous avez l'appui de Macron et du gouvernement français? Effectivement, penser que le gouvernement français va appuyer la population d'une manière désintéressée n'est qu'un leurre. La France a des intérêts majeurs en Algérie et en Afrique. Puis l'histoire et les liens français avec toute l'Afrique sont des liens très très difficile, très très mercantile et très tendu. La position officielle ou la dernière position française était en l'occurrence un démenti à une dépêche de l'APS qui disait que justement la France soutenait les élections du 4 juillet. Donc en soi, ce démenti présage d'une petite fracture entre la France et le pouvoir actuel, mais jusqu'où ira cette fracture et dans l'intérêt de qui cette fracture a été mise à nu? Malheureusement, on doute énormément de la bonne foi du gouvernement français envers l'Algérie, le devenir de l'Algérie. Ouais, bon, on l'a vu avec Georges, hein, les liens entre la France et l'Afrique, comme vous le disiez en général aussi, c'est très mercantile, hein, malheureusement. Oui, mais ça me tente de rebondir là-dessus. Hein. Là-dessus, évidemment, la chose avec la France, c'est que la France est incapable, n'est-ce pas, de mettre comment je peux dire ça? La France est incapable d'opérer un changement de paradigme, n'est-ce pas, dans son rapport avec ces anciennes colonies d'Afrique d'une manière générale. Parce que ce sont des rapports qui ont toujours été basés sur de l'exploitation, n'est-ce pas, du continent africain, n'est-ce pas, au bénéfice de la France. Ça se fait pas dire, les Allemands l'ont dit, les Italiens l'ont dit, et tout cela. Alors, et pourtant, la France doit quand même prendre son courage à deux mains pour accepter cette révolution qui est en train de se passer. Parce que la révolution reste la révolution, c'est-à-dire c'est un mouvement populaire qui peut balayer tout. Hein, vous savez, la France a quand même perdu l'exemple du Rwanda, par exemple. Un petit pays comme le Rwanda. Mais la façon dont le Rwanda s'est détaché de la France, sans le consentement de la France, a fait que finalement, la France commence à respecter le Rwanda. La preuve, c'est que la directrice de la francophonie est une Rwandaise, alors que le Rwanda a même décidé, n'est-ce pas, de ne plus parler le français au Rwanda et de passer à l'anglais. Ouais, donc, est membre du Commonwealth, mais la France trouve quand même bien de le soutenir, la candidate du Rwanda, pour être la présidente, n'est-ce pas, la directrice de la francophonie. Donc, est-ce que la France veut toujours que les rapports soient d'abord violents pour que, évidemment, elle puisse respecter certains pays africains? Ça, je n'en sais rien. Naja, peut-être que vous avez un point à dire là-dessus. Non, je vous rejoins absolument. Puis honnêtement, penser que le paradigme de la France et ses interactions avec l'Algérie vont changer avec l'arrivée de Macron serait vraiment assez naïf à mon sens, parce que les liens dépassent Macron, cette intrication-là, puis cette douleur historique qui nous lie à la France sont énormes, et la France gagnerait en effet à changer de sa perspective et puis à laisser l'Afrique être. L'Afrique n'a jamais pu complètement être ce qu'elle est, en grande partie à cause de la France qui ou a profité des richesses africaines ou a soutenu des dirigeants africains corrompus pour justement qu'elle continue à profiter de ces richesses-là. Donc restons lucides, mais gardons espoir qu'une France nouvelle ou qu'une France changée comprendra qu'il faut libérer l'Afrique, il faut laisser l'Afrique voler de ses propres ailes. Mais surtout, il faut prendre l'initiative. Les Africains doivent prendre l'initiative. C'est ça fondamentalement. Il faut pas laisser l'impression que
l'initiative est déjà prise, ils sont en mouvement. Là. En Mais tout cas, ils sont en les mouvement. Algériens, on voit les peuples, les différents peuples, ils travaillent fort, comme on le disait, ils sont dans la rue, ils se prennent en main. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Et je pose la question, là. Oui, mais moi, je vais laisser la parole à Naja, mais pour dire d'abord ceci. Tu sais, Caro, historiquement, l'Algérie a toujours été le phare dans l'histoire de l'Afrique, notamment avec la guerre d'Algérie. Hein. La guerre d'Algérie a été prélude aux indépendances africaines, parce que les Algériens, à un moment où la France était bien incrustée en Algérie, l'Algérie a pris, n'est-ce pas, l'initiative. Elle a pris l'initiative à entraîner cette relation difficile dans la guerre d'Algérie que la France n'a pas voulu connaître comme étant une guerre, alors que c'était une vraie guerre avec le Front de libération. Alors, et après, ma foi, De Gaulle a dit aux autres pays, je vous ai compris, et a donné les indépendances, entre guillemets, donner, c'est une façon de parler aussi, mais les pays africains ont eu cette indépendance parce que De Gaulle craignait évidemment que la guerre d'Algérie puisse se continuer dans les pays en Afrique subsaharienne. Donc l'initiative, il faut la prendre. Et nous espérons que la révolution qui est en train de se passer en ce moment en Algérie et qui atteint le Soudan aussi, parce que la dictature du Soudan aussi a été renversée et puisse aller jusqu'en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, pour que, et enfin, la démocratie puisse s'installer, n'est-ce pas, en Afrique. Et quand la démocratie est bien installée et le droit qui est, n'est-ce pas, le substrat essentiel d'un pays démocratique, doit être respecté. Il ne faut pas que ce soit le droit qui soit au service des dictateurs. Si je peux ajouter à ça, Caroline, je pense, ou à mon avis, la manière de se libérer de la tutelle française c'est l'obstination. L'Algérie a cru l'avoir fait une première fois en 1962. Nous n'avons pas réussi à éliminer complètement la mainprise française, mais je pense qu'avec l'obstination du peuple actuel et surtout la beauté et le bonheur de son geste, je pense que c'est comme ça qu'on va clairement statuer la naissance de la nation algérienne. Vous savez, on remarque une explosion de créativité dans la rue algérienne, par exemple, une explosion de motivation. Et puis, je pense que cette attitude positive, cette attitude créatrice, et ce n'est pas que des belles paroles, je pense sincèrement que ce positivisme et cette créativité seront capables de vaincre tous les obstacles et l'histoire nous le prouvera. Et ça vient nous chercher, nous, les Québécois aussi. Hein? Je ne sais pas si vous le sentez sur le terrain. J'ai l'impression que vous avez la sympathie des Québécois, des Canadiens et de beaucoup de gens, là. On l'espère. Et puis, écoutez, on a des liens historiques avec le Québec et notre présence ici, on est vraiment, on va pas dire binaire ou bipolaire, mais on est pleinement québécois et on est pleinement algérien. Donc, on lutte pour l'Algérie parce qu'on a une dette envers notre nation. Puis, on lutte aussi en tant que Québécois nous-mêmes parce qu'on fait partie d'un peuple, on fait partie d'une nation qui a toujours été pour tous les mouvements de libération. C'est une nation libre en elle-même. Donc, notre lutte et notre mouvement avec les Algériens s'inscrit absolument dans notre identité québécoise à la fois. Donc, c'est normal que nos compatriotes québécois partagent notre bonheur et partagent notre cause. Oui, ce sera une très belle conclusion, Madame Boischiche. Georges, peut-être vous voulez ajouter juste un petit voulais, mot en terminant rapidement. En terminant rapidement, je vais souligner quand même aussi, en fait, l'appui formidable que Québec solidaire est en train d'apporter à l'Algérie. Je fais la publicité de ma maison aussi quand même. Hein. C'est à tout seigneur, tout honneur. Notamment, je voulais dire bonjour à Monsieur Alexandre Pouliot-Roberge, qui est donc le coordonnateur de notre comité de coordination à Lévis et qui est très très branché sur la question algérienne et qui est là toujours tous les samedis, tous les week-ends avec nos amis algériens au Carré Diouville. Voilà, ça je pense que c'est important. Oui. Si vous permettez une dernière phrase, nous faisons circuler actuellement une pétition qui est intitulée bloquant les transferts illicites des richesses du peuple algérien vers le Canada. Donc nous invitons, comme vous le dites, tous nos frères et sœurs québécois qui sympathisent avec la cause algérienne d'aller signer cette pétition. Elle donnera du poids à nos actions futures. Oui, tout à fait.
Merci beaucoup encore une fois, Madame Boischiche. On se reparlera si il y a des développements. Merci encore infiniment. Georges, c'était un plaisir. C'était vraiment intéressant, très intéressant. Très intéressant. Je pense qu'on va on va refaire l'affaire. Oui, puis on se dira chronique d'Afrique peut-être. Ben oui, on va vers ça, hein, Naja. Écoute bien ça. Il faut que on aille vers la chronique d'Afrique cette fois-ci. Elle est partie, qui n'est pas la cas, précision. elle nous entend. Elle nous entend de toutes les façons. Oui, oui. Absolument. Oui, effectivement, parce que c'est une problématique qui rebondit dans tout le continent. Et l'unité de l'Afrique. Allez, l'unité. Georges, merci beaucoup pour cet entretien ce matin. Merci, Caro. On sait que Québec solidaire lutte pour l'Algérie. Ah ben oui, mais il faut le dire. Pour ceux qui ne savent pas, Georges est militant pour Québec solidaire. Absolument. Et on assume totalement. On assume totalement. Et fier de l'être, d'ailleurs. Merci. Dans quelques minutes, on parle sport avec Dominique Girard. À tout de suite.